Imhotep à tous et à toutes. Bon, je sens que c'est un peu timide dans la salle. Alors, peut-être que... Non, moi, je leur en veux pas. Peut-être que les gens n'ont pas encore conscience de la force et de la signification de ce terme, en fait. C'est peut-être... Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, mais on a remarqué ça à plusieurs reprises. Chaque fois qu'on prononce ce terme, bon, évidemment, les blancs, les locodermes, hein. Locoderme, attention, ce n'est pas un terme raciste. Je vois beaucoup de blancs qui s'énervent à chaque fois qu'on dit locoderme. Même si certains mettent peut-être du ressenti dans ce terme, mais à la base, ce terme est un terme scientifique. Hein? C'est de l'indo-européen. Ça veut dire, loco, ça veut dire blanc, derme blanc, la peau blanche, tout simplement. D'accord? En indo-européen. Donc, c'est un terme scientifique. D'ailleurs, il a été utilisé la première fois par les scientifiques européens. D'accord? C'est pas parce que certains d'entre nous, en disant ce terme, mettent peut-être un peu de ressentiment. Hein, l'histoire est bordée de choses qui font que certains sont peut-être justifiés à avoir du ressentiment. Et ils disent ce terme avec une tonalité qui semble vraiment raciste, qu'il faut croire que ce terme est vraiment raciste, anti-blanc. D'accord? Non, locoderme, ça veut dire peau blanche. Alors si vous préférez, je dis blanc. Mais il y a aussi des gens qui peuvent mettre du ressenti dans le terme blanc. Non, blanc, sale blanc. Vous voyez? Donc, blanc prononcé comme ça, vous voyez tout de suite que c'est le ressenti qui compte en fait. D'accord? Donc, locoderme n'est pas forcément un terme raciste. Bref, en tout cas. Alors, donc vous devez vous demander, mais pourquoi il présente? Il y en a certains qui vont demander sur Internet, parce qu'on commence à les connaître, les camis du net. Ils sont pas gentils, très méchants. On se dit, mais pourquoi il parle lui? Il parle en tant que qui? C'est qui lui? Je sais que ces questions vont arriver. Donc pour faire taire toute polémique future, je dis qui je suis. Voilà, avec, j'espère avec sincérité, honnêteté, puis voilà. Après ils jugeront si j'ai le droit ou pas de présenter quelque chose. Donc je vais présenter ma biographie militante. Quoi? Oh merde. Non, c'est... Bon, ok. Alors, pourquoi j'ai mis ce slide? Pas par masochisme, vous pensez bien? Tu es un provocateur. Ouais, je sais. J'aime ça. Et en fait, c'est parce que je me suis dit, il faut être honnête, en fait. Il faut être honnête. Ok? La plupart des gens jouent au jeu de faire croire qu'ils étaient conscients depuis on ne sait pas quand, d'ailleurs. Grosso modo, ils seraient même nés conscients, comme s'ils sont nés avec le livre de Malcolm. Il faut arrêter ça, les frères. À un moment donné, vous étiez inconscient. D'accord? Moi, j'ai voulu me mettre à nu et mettre cette photo-là pour que les gens réalisent que non. Mais attends, là je suis en mode Jésus Akbar. Là, c'est... Voilà. Donc, tu estimes que les gens qui sont comme ça, ils sont inconscients? Cherche pas la provocation. Mes frères noirs chrétiens, je vous aime. Ok? C'est pas une façon de vous, comme on dit, je sais pas comment, de vous. Merde. Bon, bref, j'écoute trop de l'anglais. En tout cas, c'est pas une façon de vous critiquer votre démarche, mais je me dois d'être honnête. Je me dois de dire les choses comme je les ai vécues moi. Je parle de moi. Je parle pas, j'attaque pas les chrétiens noirs. Je parle de moi, d'accord? J'étais sincèrement dans cette démarche-là, ok? Donc, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est un héritage colonial. Que vous le vouliez ou non, c'est un héritage colonial. Et la tare africaine l'a mieux partagée. C'est ce que j'ai mis. Un Africain qui dit qu'il est né dans la colonie comme moi, hein, j'ai oublié de le préciser, je suis né au bled, grandi au bled, je suis venu après mon bac. Donc ça veut dire mon mental. Dans quel bled? Au Gabon. Une colonie qu'on appelle le Gabon. D'accord? Et en plus, je ne suis pas né à Libreville, je suis né au village. Voilà, grandi au village. En tout cas, celui qui est né comme moi et qui peut prétendre qu'il a échappé à l'héritage colonial, c'est un menteur. C'est un mytho. Voilà. Moi, je le dis, c'est un mytho. Et s'il n'est pas content, qu'il vienne qu'on débatte, on va voir que c'est un mytho. Donc, on a tous cet héritage-là en nous, en fait. C'est même de nier cet héritage qui est suspect.
Tu veux nier ça. Comment tu vas combattre ça si tu veux nier ça? Si tu nies, c'est que tu veux cacher ça, c'est que tu aimes. En fait, tu aimes l'aliénation. Oui, bah oui. Donc, moi, je préfère les gens qui sont honnêtes, disent, ouais, voilà. Voilà. Moi, j'étais à fond dedans. OK? Et j'ai dit que c'est la terre africaine la mieux partagée. OK? Et voilà, voilà. Je l'ai déjà dit, seuls les menteurs osent prétendre être nés conscients. Après, bon, j'ai peut-être été un peu radical là-dessus. Bon, il y a des cas, effectivement, mais c'est une minorité qui sont nés je sais pas moi, je sais pas, les enfants des Black Panthers, qui ont été élevés justement dans cette tradition, etc. Oui, ceux-là, ils peuvent prétendre que, ah ouais, d'accord, je suis peut-être né conscient. Mais c'est une minorité, il ne faut pas se mentir. La majorité sont comme moi. C'est-à-dire, on vient d'un monde inconscient. Alors, donc, dans ma petite campagne gabonaise, c'est le hip-hop qui m'a touché en fait. Je vois que je n'ai pas les attirails, mais en tout cas, le cœur y est. Le cœur y est. Donc à l'occasion justement de cette journée, nous avons le plaisir, vraiment, je le dis vraiment sincèrement, d'avoir comme invité donc le groupe de rap Mauvaise Haleine, le groupe de rap justement de la colonie d'où je viens, donc c'est le Gabon. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence? Parce que moi-même, je suis issu de cette culture. Je suis issu du hip-hop. Voilà. Et je suis fier. Je suis fier. Comme dit souvent KRS-One, une des références de cette culture, je suis hip-hop. I am hip-hop. Voilà. Même si, bon, je ne pratique plus aucune discipline, des 9 disciplines, on verra ça plus tard, mais je reste hip-hop. Voilà. Jusqu'à la mort. Voilà. Donc, et c'est souvent ce que j'ai dit dans le monde kémique, c'est je suis hip-hop avant d'être kémique. Voilà. Parce que c'est vraiment le hip-hop qui m'a ouvert les yeux, en fait. Donc, je tenais à faire cette conférence. Et quoi de mieux que d'avoir pour invité, selon moi, le plus grand groupe de rap du Gabon. Voilà, je le dis clairement. Voilà, c'est Mauvaise Haleine. Et en tout cas, ils viendront nous rejoindre dans l'émission tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir pour moi. Et, voilà. Ok, je vais commencer. Donc, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la conférence, donc c'est l'histoire du hip-hop, à l'occasion donc du passage au cas de l'ancêtre méritant Cheikh Anta Diop. Voilà. Donc, alors, on va commencer par le commencement. Déjà, présenter le plan. Le plan, il est très simple. Il est très, très simple. Donc, je vais parler donc de la genèse du hip-hop aux USA. Ensuite, le hip-hop débarque en France. Et enfin, le hip-hop débarque au Gabon. Voilà. Et j'ai voulu suivre justement ce trajet du hip-hop. En fait, pour moi, tout simplement, le hip-hop, c'est la culture moderne, la culture urbaine, même la culture moderne, la plus puissante en fait, la plus puissante du monde moderne. Voilà, ça c'est mon avis. Parce que vraiment en quoi en quelques décennies, cette culture a quoi? À peine 30 ans bon, allez, 30, allez, on va dire, bon, allez, 47, 48 ans. Voilà. Cette culture a 48 ans. Eh bien, en quelques décennies, cette culture s'est propagée, a conquis le monde entier, tout simplement. Voilà. Elle l'avait déjà conquis bien avant les 40 ans d'âge, en fait. Elle est vraiment elle s'est diffusée à une rapidité, waouh! Même les médias, toutes les initiatives qui ont été mises en place
que ce soit venant des médias ou des maisons de disques, pour freiner ce mouvement, je pense qu'on touchera un mot tout à l'heure, eh ben non, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas du tout stoppé ni freiné la diffusion de cette énergie, de cette, oui, cette énergie puissante en fait. Voilà. Qui pour nous c'est une énergie venue des ancêtres. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce raisonnement, ce n'est pas le lieu ici. En tout cas, voilà. Donc, eh ben, ça c'est USA, France et Gabon. USA la naissance, France, en fait, le colonisateur, le pays qui a colonisé le Gabon. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si ça a suivi le trajet colonial, en fait. Donc, ça, c'est un trajet de diffusion de cette culture. Il y en a des milliers de trajets de diffusion. Donc, j'ai choisi ce trajet-là parce que, bon, bah, j'ai vu le Gabon. Et surtout, c'est ce trajet-là, moi, qui m'a touché, en fait. Voilà. En tout cas, voilà le plan de ma présentation. Voilà. Ensuite, donc, on va commencer par le commencement. Donc, voilà. Voilà les deux personnes, on va dire, qui sont les papas et la maman du hip-hop. Voilà. La famille Campbell. En tout cas, de son nom civil, en tout cas le monsieur, Clive Campbell, et sa sœur Cindy Campbell. Alors, Clive Campbell, il est plus connu justement sur son nom Kool DJ Herc. Voilà. Son vrai nom, c'est Clive Campbell, mais il est plus connu par son nom justement de DJ. Donc, Kool DJ Herc. Alors, ça vient d'où ce nom? Kool DJ Herc, en fait, c'est avant même qu'il se mette au DJing, il avait un surnom en fait. On l'avait surnommé Hercule parce que sa stature physique, c'était un monsieur assez costaud, etc. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, donc ils savent que Hercule, c'est le costaud, quoi. Hercule, voilà, c'est la force physique. Et donc, on l'appelait comme ça, Hercule, Hercule, Hercule. Et du coup, quand il a fallu trouver un nom de DJ, eh bien, il a gardé ce nom-là, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il s'appelle DJ Herc. Voilà. DJ Hercule. DJ Herc. Et cool parce que, bon, bah voilà, tout le monde mettait cool devant son nom, en fait. Et voilà, cool, DJ Herc, cool. Il y en a plein, cette tradition est même venue jusque en fait, dans tous les endroits où se propageait le hip-hop, en fait. Par exemple, voilà, chez nous, il y a un célèbre un gang de rue qui s'appelle les Cool Mongers. Et bien, le cool, il vient de là, en fait. Voilà. Cool DJ Herc, cool, il y en a plein de gens qui ont cool devant leur nom. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer d'où vient Cool DJ Herc, son nom. Voilà. Et donc, on va maintenant parler de sa sœur, donc celle qu'on appelle la mère du hip-hop. Voilà. Justement, ça je crois que c'est tiré d'un article, cette image-là. Le titre, c'est pas moi qui l'ai mis, hein, c'est tiré d'un article et c'est intitulé L'histoire oubliée de la mère du hip-hop. Voilà, c'est vraiment elle, la mère du hip-hop. Voilà, avec son frère, hein, voilà, pour DJ Herc. Et puis vous avez bien sûr reconnu, pour les connaisseurs, donc ça c'est Ice-T, voilà, Ice-T qui est, on va dire, un des précurseurs du rap West Coast, d'accord, la Californie là-bas. Voilà, j'ai envie de dire, non, c'est pas le premier rappeur West Coast, mais c'est vraiment le premier rappeur qui a percé en fait, juste bien avant les NWA et compagnie. Donc voilà. Et regardez son attitude. Hein? Quand on est un vrai de cette culture et qu'on est en présence d'un prédécesseur, il y a justement ce respect-là. Regardez
le sourire, la fierté qu'il a de rencontrer les créateurs de l'art qu'il a, qui a fait de lui, quoi. Voilà. Ce monsieur ne serait jamais devenu Ice-T sans ces deux personnes. Voilà pourquoi vous voyez la fierté qui se dégage de son sourire, la modestie et le respect. Donc, bref. Ok, c'était pas le but. Le but, c'est de parler de la mère du hip-hop. Voilà, donc c'est elle. Et donc, comment est né le hip-hop, justement? Comment est né le hip-hop? Eh bien, il y avait le 11 août 1973. Le 11 août 1973, c'était l'anniversaire de Cindy Campbell. Voilà. Et donc, en même temps, elle avait un projet de s'acheter, de renouveler sa garde-robe, s'acheter voilà, des fringues et tout ça là. Et elle a eu l'idée justement d'organiser une soirée. Ça s'appelle la Back to School. Back to School Jam. Voilà. Back to School Jam. Euh, bon, c'est une soirée justement. Il y a toute une tradition dans le monde anglophone de souvent célébrer les Back to School. Hein. C'est la fin des vacances et avant de retourner à l'école, il y a souvent une soirée qui est organisée. Ça existe encore. Vous pouvez chercher sur Google Back to School. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a eu cette année, l'année dernière, dans plein d'endroits, souvent dans le monde anglophone. Voilà. Donc, elle organise ça le 11 août 73 et en même temps, c'est son anniversaire. Et donc, elle organise, donc ça, c'est un ticket de l'époque. Donc là, vous avez l'honneur d'assister, enfin, d'observer le ticket qui date de l'époque de la naissance d'une hip-hop. Voilà. Donc, vous avez la soirée, donc c'est Back to School, Jam, ok. L'adresse, 1520 Sedgwick Avenue, c'est dans le South Bronx, sud du Bronx. Voilà. D'où voilà, les célèbres références South Bronx, South Bronx, etc. Il y a un titre d'ailleurs de ça, de KRS-One, je crois que ça s'appelle South Bronx. En fait. C'est en référence à cette soirée-là. Cette soirée-là, la naissance du hip-hop, donc la date, le 11 août 73, c'était de 21h à 4h du matin. Voilà. Vous avez les tarifs, voilà, $25 pour les filles, $50 pour les hommes, etc. Voilà. Schools still out. Voilà. Donc, ils sont en vacances et bientôt la rentrée. Je crois que c'est le lendemain. En tout cas, c'est pour célébrer le retour, la fin des vacances, en fait. Voilà. Et l'anniversaire, donc, de la mère du hip-hop. Et un autre élément que je voulais signaler aussi, et donc, j'ai oublié de dire ça au début de la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo justement sur le hip-hop où je parle surtout de Kool DJ Herc. Donc, il y a des choses que certainement je ne vais pas répéter. Donc, je renvoie les gens vers cette conférence qui se trouve sur la page Facebook Meduti TV. Okay, la même page que cette présentation. Vous allez la trouver en dessous. Donc, la conférence, elle est là. Vous pouvez la regarder. Voilà. Pour ne pas avoir à répéter certaines informations. Donc, là, je vais compléter justement. Donc, dans cette vidéo, je signalais justement que les Campbell sont d'origine jamaïcaine. Et la preuve, elle est ici. Vous voyez? DJ Kool Herc avec le drapeau jamaïcain. Regardez, la fierté dans son visage, la fierté de porter le drapeau du pays d'où il vient en fait. Voilà. Et vous pouvez voir aussi la fierté de sa sœur qui pose devant le portrait de Bob Marley, la star de son pays d'origine. Enfin,
l'a regretté, ça, bon, on sait qu'il est parti, rejoindre les ancêtres méritants, le grand Bob Marley, Rest in Power. Voilà, donc voilà. Ça, c'est, je voulais mettre ces images-là justement pour illustrer le fait que non seulement ils sont d'origine jamaïcaine, mais ils sont fiers d'être d'origine jamaïcaine. Voilà. Pourquoi je signale ça? C'est parce qu'en fait, quand elle lui demande justement de mixer pour sa soirée, eh ben lui, ça lui fait penser au sound system, comme je dis dans la conférence auquel je vous renvoie, ça lui fait penser au sound system de son pays d'origine. Donc c'est l'import de cette tradition de sound system-là et l'adaptation au contexte des ghettos noirs américains qui a, qui, qui a fait créer cette musique en fait, qui a créé le hip-hop. Voilà. Donc c'était juste, voilà. Alors, eh bien voilà à quoi ressemblaient les soirées. Ça, c'est une image authentique. Hein. L'une des soirées, on va dire, Cool Earth. On va les appeler comme ça. Voilà. Puisque la toute première, c'était la Back to School Jam. Mais ça a tellement eu de succès que, bah, en fait, ça ne s'est pas arrêté à cette soirée-là, en fait. Ça a continué. Et d'ailleurs, d'autres DJ se sont mis à faire comme lui, en fait. Donc, il y avait plein de soirées. C'était vraiment c'était une explosion culturelle, en fait. Voilà. Et là, vous avez donc une image authentique d'une soirée Cool Earth, d'une soirée hip-hop. Voilà. On reviendra là-dessus. Je reviendrai sur cette image un peu plus. Donc, vous voyez bien, Cool Earth, il est là. Hein. Voilà. Et puis, je reviendrai sur les autres personnages aussi dans la suite de ma présentation. Et vous avez vu sur le ticket l'adresse. Il y avait l'adresse sur le ticket. Eh bien, c'est ici. 1520 Cédric Avenue. Voilà l'endroit où est né le hip-hop. Donc, vous l'avez là, à Mondovision, vous avez l'endroit où est né le hip-hop. Voilà. Alors, quand vous rentrez à l'intérieur de cet endroit, voilà comment ça se passait. Ça, c'est des images authentiques. Voilà. Vous voyez, vous avez reconnu Cool Herc hein, à l'époque. Vous voyez, les jeunes là. Donc, voilà, j'ai intitulé ça Cool DJ Herc inventa la breakbeat music. Bon, en fait, on dit le breakbeat, quoi. Donc, j'ai mis musique pour illustrer que, en fait, le breakbeat a donné naissance à une musique. Donc, je l'ai mis en dessous, la musique hip-hop, en fait. Voilà. Il inventa ça. Et le public tomba en transe. Et là, vous avez une image authentique, justement, d'une de ces soirées de Cool Earth. Voilà. OK. Bon. De toute façon, j'ai déjà expliqué un peu le détail dans la conférence vers laquelle je vous ai renvoyé. Voilà. Ensuite, alors, on va entrer dans les détails là. Là, on va rentrer dans les détails. Donc là, vous avez reconnu, hein, Cool Herc, il est là, ok, DJ Cool Herc. Eh bien ça, c'est quoi? Cool DJ Herc et les créateurs de la culture hip-hop. Voilà. Donc, ils sont là. Ils sont là. On va voir chacun d'entre eux, voilà, leur influence, en fait. Bon, peut-être pas tous, quand même. Bon, il y a des MC, hein, là, vous voyez Grandmaster Caz, dont je parle d'ailleurs dans la vidéo vers laquelle je vous ai renvoyé, où je me trompe un peu, en fait, parce que j'étais en train de parler du premier MC, et puis j'ai dit, ouais, je pense que c'est Grandmaster Caz. Non. Non, c'était pas le tout premier. En tout cas, c'était pas l'assistant de DJ Cool Herc, en fait. Vous le verrez tout à l'heure, en fait. Le tout premier, en tout cas, celui qui, oui, on va dire le premier MC, quoi, on va dire. Bon. Après, il y en a qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. En tout cas, mais Grandmaster Caz fait partie du tout premier MC. Voilà. Il y a Grandmaster Mel aussi, qui est là.
Et j'expliquerai tout à l'heure, en fait, comment à la fois on pouvait, souvent, c'était souvent le cas, les gens étaient à la fois DJ et à la fois MC. Souvent. Bon, bref. Je passe. Ok. Voilà. Donc, le breakbeat inventé. Donc, en fait, la musique hip-hop est née. Et les gens sont en foule, pardon, les gens sont en transe, la foule est en transe. Voilà. Et tout le monde se met à danser parce que c'est vraiment un rythme entraînant, en fait. Le breakbeat, voilà, c'est vraiment. On n'a pas envie de rester assis, en fait. Eh bien, comme j'explique dans la conférence à laquelle je vous ai envoyé, eh bien, tout le monde essayait, en fait, d'imiter James Brown, en fait. OK? James Brown, qui était dans justement le mouvement précédent, qui est la funk, vraiment un très bon danseur de funk, il avait vraiment une façon spéciale de bouger, de danser, etc. Et tout le monde aimait ça en fait. Ce qui fait que quand la musique breakbeat a été créée, que tout le monde a vraiment, ça a réveillé les passions de tout le monde, eh bien, les gens se sont mis à essayer d'imiter, etc. Il y a eu tellement de gens qui ont fait ça, et en fait, il y a eu plein de créations au niveau de la danse, en fait. Donc, ça criait de partout, etc. Les gens, eh ben, l'idée est venue petit à petit justement de se faire confronter les différents danseurs, justement, pour voir quel est le meilleur danseur, etc. etc. Eh ben, ces concours de rap ont fait émerger justement des champions. Donc, des champions, voilà, champions, première, deuxième catégorie, etc. Eh ben, ou des groupes comme le groupe que j'ai mis comme pour illustration, c'était pas le seul groupe, hein, mais voilà, je l'ai mis, donc les New York City Breakers. Voilà, c'était vraiment un grand groupe, un des grands groupes de référence de cette culture. Et aussi, je l'ai mis aussi parce que euh, partout où le hip-hop allait, donc quand le hip-hop conquérait, je ne sais pas si on dit, je parle bien le français, là où le hip-hop était conquérant, eh bien, bizarrement, les danseurs, il y a beaucoup de groupes qui s'inspiraient de ce groupe-là, en fait. Hein? Voilà. À Paris, je pense que les connaisseurs connaissent Paris City Breaker. Voilà. Voilà. Et ça s'est pas arrêté, en fait, à Paris. Vous allez partout, ça est jusqu'en Afrique. Abidjan City Breaker, Yaoundé City Breaker, Libreville City Breaker, etc. etc. C'est pour ça que j'ai aussi voulu illustrer par ce groupe de danse, et sachant que ce n'est pas le seul, donc je représente, on va dire, tous les danseurs. Voilà. Donc ça c'est une des disciplines. Donc la deuxième, il y a eu le DJing. Voilà. Et là, c'est le break dance, la break dance, bon, la danse. Quoi. Okay. Bon, on dit le b-boying, b-boy. B-boy, ça vient d'où? B-boy. B-boy, le B, c'est break. Break boy. OK? Voilà, b-boy. Donc, les danseurs, on les appelait les b-boys. Donc, les breakers boys, quoi, si tu veux. Donc, excusez-moi de vous avoir un petit peu. Voilà. Donc, ensuite, la troisième discipline, c'est le rap. Voilà, le rap. L'art du MC. Voilà. L'art de Master of Ceremony, maître de cérémonie. OK? Alors, comment oui, cette discipline, on va dire, elle est née? Donc, c'est quand le DJ, comme j'explique un peu dans la vidéo à laquelle je fais, quand le DJ mixait et tout, eh ben, celui qui chauffait le micro, il passait non seulement le message à la foule, mais il mettait de l'ambiance en fait. Il mettait de l'ambiance pour justement motiver la foule à danser et tout. Eh bien, il s'est inspiré aussi on va dire, comment on peut les appeler, en tout cas des poètes, des poètes funk, on va dire, voilà. Euh,
dont j'ai illustré ici, okay, qui précèdent le hip-hop. Hein. On est dans certains groupes, c'est dans les années 60, allez, 60, 68, 69, 70, début des années 70 en fait. D'accord? Donc, les Last Poets, ok, qui eux sont de New York. Les Wax Prophets, qui eux, ils sont de la Californie. Donc, West Coast, East Coast, West Coast. Mais ça n'existait pas encore. Hein. C'est venu avec, on va dire, la dérive. Bon, ouais. En tout cas, l'évolution du rap. En tout cas, voilà. Et puis, voilà, Jill Scott Heron. Je pense que tout le monde se rappelle de son tube très célèbre. The revolution will not be televised. Tout le monde connaît ça en fait. Hein? The Last Poets, je pense que tout le monde se rappelle de Niggers are scared of revolution. Niggers are scared of revolution. Eh bien, c'est ça en fait. Ça, ça précède le rap. Eh bien, les MC, quand ils ont commencé à chauffer la salle, ils se sont inspirés d'eux en fait. C'est les sources d'inspiration. Et ce n'est pas les seuls, hein. J'ai mis 3, mais il y en a plein. Il y en a plein, ce n'est pas les seuls. Voilà. Donc, c'est ça, c'est les sources d'inspiration du MC. Voilà. Voilà le premier MC, en fait. Donc, quand j'ai fait quand je me suis trompé dans la conférence et tout, en fait, c'est de lui que je parlais. J'ai dit Grand Master Kaz. En fait, je voulais parler de Monsieur MC Coq Laroque. Voilà. MC Coq Laroque. Donc, vous voyez, c'est vraiment le proche de DJ Kool Herc. Donc, quand DJ Kool Herc il mixait, lui, après, il prenait le micro, etc., pour chauffer la salle, etc. C'est comme ça que l'art du MC, l'art du rap est né, en fait. L'art du rap est né comme ça. Donc, quelque part, oui, MC Coq Laroque, c'est le premier MC de mon analyse. Il y en a qui ne sont pas d'accord, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, l'art du MC, l'art du rap est né là, ce jour-là. Donc, cette soirée-là. Ensuite, justement, ça, c'est aussi un autre MC qui s'appelle DJ Hollywood. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était DJ, on était MC à la fois. Hein. Souvent, c'est souvent ça hein, qui se passait. Voilà. Et donc, alors, celui-là, il est important aussi parce que déjà, il a laissé à la culture hip-hop des punchlines très, très, très célèbres. Hein. If you're feeling good with Hollywood, somebody say, oh yeah! Et la foule répond, oh yeah! C'est lui le premier à avoir fait ça. Et donc, il a vraiment influencé le rap avec ses punchlines et sa façon de rapper. Throw your hands in the air, and woman like just don't care, etc., etc. Bon, je parle mal l'anglais, excusez-moi. Mais voilà, c'est lui qui invente ça, en fait. OK? Et que tous les rappeurs reprennent aujourd'hui, jusqu'encore aujourd'hui. Voilà, c'est DJ Hollywood. Bon, voilà, il y en a qui disent, ouais, non, mais en fait, il rappait souvent beaucoup dans les musiques un peu funk, quoi, en fait. Ouais, plus funk, des fois disco, mais en tout cas, funk, il rappait dessus, donc, il rappait pas vraiment, en tout cas, ceux qui étaient dans leurs parties, dans voilà, dans les soirées, les cool DJ Air Party et d'autres, hein, d'autres DJ, hein, vraiment dans l'underground, bah, en fait, il disait, ouais, non, mais c'est pas lui le premier, quoi. Parce que lui, la musique sur laquelle il rappelle, c'est pas notre musique, donc on peut pas vraiment parler du premier, en fait, etc. Bon, ça, c'est vraiment des débats, on va dire, des spécialistes, quoi. Des chicaneries, on peut dire, de spécialistes, voilà. Mais, quand je regarde dans la culture hip-hop en général, je suis désolé, mais pour moi, il fait partie des premiers MC.
Voilà. Donc, il mérite d'être cité, de figurer parmi les pionniers. Voilà. Donc, je reviens sur cette image, justement, que j'ai pas détaillé, j'ai pas eu le temps de détailler tout à l'heure. Là, je vais pouvoir détailler justement, donc je vous avais dit, hein, Cool DJ Herc, il est là lui-même, voilà. Euh, et DJ Coq Larocque, vous voyez, là il a un mode DJ là. Comme j'ai dit tout à l'heure, souvent on était à la fois DJ et MC, quoi, voilà. Et bon, pas tous, hein, parce que je ne me rappelle pas que DJ Cool Herc faisait les deux. DJ Cool Herc, il était juste DJ. Je ne l'ai jamais, bon, peut-être que ça existe, hein, je ne l'ai jamais vu vraiment faire le MC, en fait. En tout cas, c'était le cas de DJ Coq-Larocque que l'on voit là. Okay. Et ça, c'est un autre MC. D'accord? Lovebird Starsky. Voilà. Rest in peace, parce que justement, malheureusement, il nous a quitté le 8 février 2018. Voilà, bon, rest in peace, vraiment. Et voilà. En tout cas, il était parmi les premiers MC, en fait. Voilà. Donc, on a vu comme DJ Hollywood, hein, comme Grandmaster Caz, etc. Voilà, donc Lovebird Starsky fait partie de ces pionniers de l'art du rap. Voilà, et le voilà, juste avant qu'il retourne à son cas. Hein. Voilà à quoi il ressemblait. Hein. Il est mort à quoi, 58 ans? Ouais, 58 ans, le 8 février 2018. Voilà, pardon, il est mort. Et vous pouvez constater ici, donc, qui pose avec lui. Donc, ça c'est un MC que normalement vous connaissez. Donc, voilà, c'est Big Boy du groupe, du célèbre groupe Outkast. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs constater la fierté qu'il a posée avec un prédécesseur, en fait. Hein? Il sait que ce qu'il est en train de pratiquer, eh bien, lui, c'est son prédécesseur, en fait. Il est devant son maître, entre guillemets. Eh bien, c'est ça le respect de la tradition, en fait. En fait, le hip-hop perpétue la tradition africaine du respect des aînés. Donc, ceux qui se disent, ils sont fiers d'être africains, mais les aînés, on s'en bat les couilles, c'est la nouvelle génération. Bon, je ne vais même pas rentrer dedans, sinon je vais encore me faire. Bon, bref, je ne vais pas exciter les gens dans les commentaires. Mais en tout cas, quand on est un authentique Africain qui respecte la culture africaine, on a le respect des aînés. Et les Africains ne respectaient pas les aînés bêtement comme ça, juste parce qu'il faut respecter les aînés. Il y avait des aînés qui n'étaient pas respectables. Hein? Mais en fait, c'est logique, parce que si tu dois, mettons, par exemple, je ne sais pas moi, traverser une grande rivière, ou, je ne sais pas moi, en tout cas, ou sauter un fossé, ou je ne sais pas, tu dois le faire pour aller de l'autre côté. Mais tu ne sais pas comment faire. C'est assez déprimant. Tu es là, tu es en panique, tu te dis, mais comment je vais faire, quoi? Et si on te dit, voilà quelqu'un qui l'a déjà fait. Voilà. Ce monsieur, il l'a déjà fait, il est revenu. Mais ce gars-là, mais tu le respectes, en fait. Tu as envie de lui donner du respect pour qu'en retour, il se sente respecté. Et donc, il a envie de te livrer les secrets. De te dire, ah oui, mon petit, en fait, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci. Et comme ça, tu vas voir, tu vas sauter et tu vas revenir, comme moi, je l'ai fait. C'était ça, en fait, le sens du respect des aînés en Afrique. Voilà. C'est le respect de quelqu'un qui a déjà l'expérience des choses que tu vas toi-même expérimenter. Donc, tu as intérêt à le respecter pour qu'il puisse te donner de bons conseils, en fait. Voilà. Après, je ne dis pas que tous les aînés sont respectables. Il y a des aînés qui ne sont pas du tout respectables. Voilà. Donc, mais en général, voilà, tu pars du principe que
présupposé, pardon, tu pars de présupposer que une personne qui a vécu une expérience avant toi bah, peut t'apprendre en fait. Donc les aînés, on parle de présupposer que les aînés sont des gens qui ont des choses à nous apprendre en général. C'est ça le respect des aînés dans la tradition africaine. Okay? Et tu ne peux pas te réclamer africain. Ouais, je suis africain, Pierre, et tu n'as pas le respect des aînés. Ça, je dis ça, je ne dis personne. En tout cas, la nouvelle génération, là, bref, regardez. Et ça, c'est pour la nouvelle génération, ça c'est même l'ancienne génération, Big Boy. C'est des vieux rappeurs, quoi, tu vois. Les jeunes aujourd'hui n'ont même plus le temps, ils ne savent même plus c'est qui. Et ben lui, c'est un jeune rappeur devant lui. Voilà. Donc le respect, bref. Je ferme la parenthèse. Sinon, on va encore m'accuser de rester sur les histoires de ouais, tu aimes faire chier les jeunes. Bref. Ensuite, donc, je reviens sur cette image, comme je vous ai promis tout à l'heure, justement pour pouvoir expliquer justement les différents créateurs de la culture hip-hop. Chacun a apporté sa pierre à la culture hip-hop. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais peut-être pas parler de tout le monde, hein, parce que voilà, comme j'ai dit, il y a des MC et tout. Bon, voilà, vraiment, je vais parler de ceux qui ont vraiment influencé cette culture, à commencer par le tout premier d'entre eux, hein, Grandmaster Flash. Okay? Donc, Grandmaster Flash, que j'en ai déjà parlé dans l'autre conférence à laquelle je vous ai renvoyé, eh bien, Grandmaster Flash, c'est l'innovateur. Donc, j'ai mis l'innovateur technologique. Grandmaster Flash perfectionne l'invention de Cool Earth. Et c'est vrai. Voilà. Comme j'explique dans l'autre conférence, en fait, c'est lui qui fait en sorte qu'en fait, qu'on ait aujourd'hui le beat hip-hop, mais vraiment propre. En fait. Les instruments hip-hop, c'est grâce à lui. Voilà. OK? Et là, on le voit avec son maître, Cool Earth. Voilà. OK? Vous voyez le respect, malgré qu'il a cette fierté de dire ouais, moi je n'ai, mais il y a quand même le respect parce qu'il sait qu'il est devant son maître. C'est très important. Et vous pouvez justement, pour ceux qui ont Netflix, vous pouvez regarder la série qui s'appelle The Get Down. Okay? Très très intéressante. Vous allez apprendre beaucoup sur Grandmaster Flash et les Furious Five. Voilà. Je crois que c'est voilà, l'acteur qui joue le rôle de Grandmaster Flash et voilà, il joue le rôle d'un des Furious Five. Okay. Donc, la suite, et bien allez voilà, The Furious Five. Voilà. L'innovation de l'art du rap. Voilà. Je suis le conseil d'un frère, m'a dit ne saoule pas les gens, renvoyez les gens à la conférence. Et que, en tout cas, pour ceux qui ont vu la conférence, ils savent bien que j'ai déjà parlé d'eux en fait. Bref, en tout cas, vous les voyez là, hein, même s'ils sont en costard, j'ai fait exprès de mettre cette photo. Okay? Ils sont en costard, mais hein, ghetto hein, dans l'attitude, quand même, tu sens. Bon, voilà. Alors, ils ont innové dans l'art du rap, ça c'est clair. Hein. Pour ceux qui ont vu la série Netflix, tout de suite, ils vont voir voilà, quel était leur succès justement dans l'underground. En tout cas, cette culture était une culture de l'underground. Le groupe de Sugar Hill Gang, justement, donc avec leur titre célèbre, donc Rapper's Delight, c'est le titre qui a fait exploser cette culture, qui a fait connaître cette culture dans le monde entier. Voilà. Ce titre-là,
le premier plus grand succès. En fait, non, c'est le premier succès même du rap. Voilà. The Sugar Hill Gang, Rappers Delight. Alors là, celui qui ne connaît pas ça, franchement, je ne sais pas, il vient d'une autre planète. Même si on n'est pas hip-hop, Rappers Delight, obligé, on connaît. Très bon morceau d'ailleurs. Voilà. Mais c'est un morceau, en fait, qui, les gens de cette culture de l'underground, justement, qui ont l'habitude, justement, d'aller dans les blocs parties, hein, voilà, eh ben, ils prennent pas ce morceau comme référence, en fait. Voilà. Bon, sauf quand ils sont dans les médias et tout. Mais entre eux, quand ils parlent, non, c'est pas, ça, c'est pas. Tout le monde dit que ce morceau a créé le hip-hop. Non, c'est pas vrai. Parce que pour eux, c'est juste des gens, en fait, c'est des petits bourgeois. C'est des petits bourgeois qui ont récupéré la culture du ghetto. Et puis voilà, et puis qui ont fait un beau morceau, et puis voilà, qui se sont fait de la thune avec, en fait. Mais pour les gens de l'underground, c'est pas des gars de l'underground, ça. Okay? Très bon morceau, mais c'est. Et d'ailleurs, il y a des rappeurs comme Grandmaster Caz, dont j'ai parlé tout à l'heure, justement, qui disent clairement que non, c'est un de. Là, tel paragraphe, voilà l'original, c'est moi qui l'ai écrit. Enfin, c'est l'une de mes punchlines qu'ils ont prises, quoi. Voilà. Donc, en fait, ils ont pris toutes les punchlines d'ambiance, justement, qui ont été créées dans ce milieu de l'underground. Et ils ont tellement bien fait ça que, voilà, ça a été un carton planétaire. Planétaire. Voilà. Et donc, Grandmaster Flash, c'était non seulement un innovateur de la musique, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, que souvent les DJ, il était DJ et à la fois MC aussi. Eh bien, c'était le cas de Grandmaster Flash, le monsieur que vous voyez là. OK? Donc, ils ont sorti ce titre-là, Grandmaster Flash and the Furious Five, qui s'appelle The Message. Voilà, Grandmaster Flash, il est juste là, avec le poste radio, là, avec le Furious Five et tout. Voilà, exactement. Donc, ils ont sorti ce titre en réponse aux Rappers Delight, en fait, des Sugar Hill Gang. Et en fait, dans ce titre, don't push me, cause I'm close to the edge, etc., etc. En fait, il y a un côté revendicateur. Il a mis en avant un côté revendicateur dans ce morceau, en fait. C'est le premier morceau conscient, en fait. C'est le premier morceau militant, entre guillemets, parce qu'avant, on chantait pour ambiancer, en fait. Voilà. Eh bien, the Message, c'est la naissance du rap conscient. À partir de ce morceau, tout le monde s'est mis à faire du rap engagé, du rap conscient, en fait. Ce qui fait que pendant toute une période, voilà, qui a débouché après sur les Public Enemy, compagnie X-Clan, toute la panoplie des MC engagés, eh ben, eux, c'est les premiers, en fait. Les Grandmaster Flash, c'est les premiers, avec le morceau de Message. Voilà. Donc, ce monsieur est très, très important, Grandmaster Flash, hein, pour cette culture. Donc, voilà. Comme influenceur de cette culture, je ne l'ai pas mis pour rien. Donc, je reviens encore à cette image. Voilà, voilà. Là, on a parlé de lui. Maintenant, on va parler de ce monsieur. OK? Voilà. Donc, qui s'appelle Grand Wizard Theodore. OK? Donc, Grand Wizard Theodore, en fait, c'est tout simplement l'inventeur du scratch. Eh oui. Aujourd'hui, c'est devenu banal, en fait. C'est devenu normal. Tout le monde scratch et tout. Nanana. Eh oui, mais c'est lui qui a commencé. Et pour la petite histoire, comment il a commencé ça, en fait? Donc, il allait dans les jam parties, en fait. Voilà. Et puis, waouh, il a vu le DJ et ça l'a.
ça l'a marqué en fait. Non, 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 c'est ça. Voilà ce que je veux faire. Je veux devenir un DJ. Moi aussi, je veux mixer. Voilà. Donc, il a eu ce platine et puis il a mené ça dans sa chambre. Et ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner un événement à New York, je ne sais plus, dans les années 76 ou 77. Il y a eu une coupure de courant à New York. Et c'est une soirée célèbre dans l'histoire du hip-hop parce que quand il y a eu coupure de courant, en fait, les gens se sont précipités dans les magasins et tout ça pour piller, en fait, piller les magasins, en fait. Bon, c'est pas drôle, hein, mais bon, je dis ça, bon, ça fait il y a presque 40 ans, en fait. Eh bien, les gens qui allaient dans les blocs parties, en fait, ils étaient tellement impactés, tellement obsédés par l'idée d'en devenir soit un MC, soit un danseur, soit un DJ, surtout DJ, que pendant que les gens allaient voler des tas de trucs dans les magasins, eux, leur obsession, c'était d'aller voler une platine, d'aller voler le micro, d'aller voler une table de mixage, etc. etc. Et quand le courant était rétabli, eh ben, il y avait des DJ partout. Dans New York, il y avait des DJ partout. Le lendemain, tu allais au parc, tu avais quelqu'un, il avait sa platine, souvent, il mixait, et puis, et c'est comme ça, en fait, comme il y avait des DJ partout, et bien du coup, les MC, tout le monde s'est mis au micro, en fait. Donc, les crews sont nés partout dans New York. D'où le fait que, justement, eh ben, ça a créé une émulation, puisque les crews devaient s'affronter. Il y avait l'affrontement avec la danse, hein, alors comme je vais montrer tout à l'heure, donc l'affrontement de la danse, l'affrontement des blocs parties, hein, quel est la meilleure bloc party, quel est le meilleur DJ. En fait, ça a créé une émulation, en fait, qui justement a contribué à l'ascension de cette culture. C'est pour ça que cette coupure de courant-là, souvent, on fait souvent référence à cette coupure-là dans l'histoire du hip-hop. En fait. Bref, en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas de Grand Wizard Theodore, hein. Attention, il a peut-être acheté cette platine, j'en sais rien. En tout cas, il a eu ses platines et il mixait dans sa chambre. Voilà, voilà. Eh bien, sa mère a pété un câble. Sa mère a pété un câble. Un jour, elle est partie, frapper à sa porte. Ouh! Et lui, il a flippé tellement que le réflexe qu'il a eu, c'est de mettre la main sur le disque qui jouait. Ouh! Pour arrêter le bruit, quoi. Ah oui, attention, hein, la maman, on sait comment nos mamans, hein, quand une mère africaine, noire, hein, veut te faire ta fête, t'as intérêt à ralentir, quand même, hein, à rester tranquille. Donc, il a mis la main pour arrêter le disque, en fait. Voilà. Bon, hein. Et en fait, en faisant ça, il a remarqué que ça a fait un bruit bizarre. Tchou! Ça fait un bruit bizarre. Et il en a parlé à son mentor, qui est Grandmaster Flash. Comme par hasard, on le retrouve. Voilà, il est là, Grand Wizard Theodore. Et voilà son mentor, Grandmaster Flash. Voilà. Ça, c'est DJ Jay-Z Jeff. Hein? Pour ceux qui ont suivi la série Le Prince de Bel-Air. Voilà, DJ Jay-Z Jeff. Hein? Comme je dis dans la conférence, c'était un vrai DJ. Là, il n'y a que les vrais. Là. Hein? Ça, c'est Grand Mixer DST. Voilà. Là, il n'y a que des vrais, là. Attention. D'où le respect, la camaraderie, vous voyez, ça se dégage, là. Voilà. Donc, lui, il en a parlé à son mentor. Ouais, voilà, il y a un bruit là, et tout, tu vois, quand je vais... Ah bah oui, mais c'était la bonne oreille, puisque lui, c'est le monsieur technique, monsieur technologie du hip-hop. Donc, il a su vraiment exploiter ça. Voilà. Donc, voilà comment le scratch il naît. Et même le backspin, le fait de vous mettre le titre à l'envers, quoi. Voilà. Il y a plein de techniques qui sont nées justement à partir justement de ce hasard-là. Le fait d'avoir posé la main sur le disque de Grand Wizard Theodore, en fait. Voilà. En tout cas, voilà. Ensuite.
Donc, on a parlé de lui, on a parlé, donc, il perfectionne la musique, il invente le scratch. Maintenant, on va parler de Afrika Bambaataa. Voilà. J'en ai déjà parlé dans la conférence à laquelle je vous ai envoyé, mais c'était juste pour faire taire une polémique, en fait. Voilà. Euh, en tout cas, là, j'ai envie de parler de son héritage. Qu'est-ce qu'il a laissé à la culture hip-hop? Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a laissé à la culture hip-hop? Voilà. Alors, on y va. Voilà. Afrika Bambaataa, c'est un gars qui vient des gangs. En fait. Voilà son gang, là, les Black Spades. Voilà son gang, là. Okay? Et juste pour la petite histoire, il faut savoir que dans les années 70, il y a eu une explosion des gangs. Une explosion des gangs. Pourquoi? Des gangs noirs américains. Pourquoi? Eh bien, c'est suite à l'explosion du mouvement qui commençait vraiment qui a fait un travail énorme ici, okay, dans les ghettos noirs américains. Le mouvement que tout le monde connaît, qu'ils appellent le Black Panther Party. Franchement, ce que le Black Panther Party a fait pour le peuple noir américain, c'est tout simplement énorme, énormissime. Voilà. Ils ont sorti les gens de la drogue, donné des petits déjeuners aux petits enfants qui allaient à l'école, etc. La discipline, contre les bavures policières, etc. etc. Non, mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Voilà. Et quand J. Edgar Hoover, hein, ce négrophobe là, hein, dont la première action quand il a accédé au FBI, c'était d'arrêter Garvey. Donc il avait une vraie tradition de persécution des Noirs. Eh bien lui, ça l'a fait péter un câble à la tête du FBI. Quand le Black Panther Party commençait vraiment à monter dans le ghetto, à mobiliser les gens qui étaient de l'autre bout des États-Unis pour venir adhérer au Black Panther Party. Voilà. Les gens venaient, non, surtout ils ont fait une action, les Black Panthers, puisqu'il y avait un problème au niveau du port d'armes. Okay? On dit, on a le droit aux États-Unis, c'est la liberté, quoi, le pays de la liberté. Donc on a la liberté d'avoir nos guns, sauf que les Noirs n'avaient pas le droit en fait. Comment ça se fait que tout le monde a la liberté d'avoir des armes et quand les Noirs ont les armes, tout de suite on les arrête parce que c'est quoi? Donc c'est dans cet esprit-là que le Black Panther Party a fait cette action-là, où ils sont partis avec des guns, pas armés, bien sûr. Bon, voilà, ils sont partis au Capitole, mais de façon symbolique, pour dire, ben voilà, nous on est armés, on veut réclamer nos droits, en fait, de port d'armes. Alors pourquoi vous n'étendez pas ce droit-là aux Noirs? Voilà. Okay? C'était une action vraiment symbolique, en fait. Dans la symbolique. Ça n'a absolument rien à voir avec l'action qu'on a vue, les idiots de l'extrême droite, là, qui sont partis dévaliser le Capitole. Hein? Voilà. Ça n'a absolument rien à voir. Bon, je sais, il y en a qui disent, oui, mais eux, ils l'ont fait parce que les Black Panthers l'avaient fait dans les années 70. Bah, les Black Panthers, quand ils l'ont fait, ils n'ont rien cassé. Hein? Personne ne s'est senti menacé. Et tout le monde a capté la symbolique. Donc, ça n'a pas fini comme ces idiots-là qui sont partis, les terroristes, hein? Les gars de Trump, etc. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans la politique, ce n'est pas le sujet. Donc, quand le FBI a explosé les Black Panthers, hein, ils ont été tués. Hein. Pour ceux qui ont la curiosité, vous allez voir, il y a des vidéos sur YouTube, on les a assassinés, un à un, sans pitié. Eh bien, quand le groupe a explosé, a été dissous, eh bien, les jeunes qui étaient justement, qui étaient dans une dynamique justement positive, grâce aux Black Panthers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils sont retournés dans leur gang. Voilà, ils sont retournés dans la rue, ils sont retournés vendre leur drogue,
Voilà comment les gangs ont explosé en fait aux États-Unis. Voilà. Et en plus, il y a eu, il y a eu un scandale justement de l'épidémie du crack qui a eu aux États-Unis. Bah, alors j'ai oublié le journaliste justement qui avait dénoncé cette affaire et qui a fait beaucoup de bruit justement, qui a démontré que on prenait la coke d'Amérique latine et on la diffusait dans le ghetto noir américain. La coke et les armes. Voilà, prenez. Vous n'avez rien, vous êtes pauvre, eh bien prenez la coke et les armes. En plus, on a explosé le Black Panther Party. Eh bien, c'est ça le résultat. C'est pour ça qu'on a assisté à une explosion de gangs aux États-Unis. Voilà. Donc, ça, c'est un des gangs, justement, une des conséquences de tout ça. C'est la création de gangs. Voilà un des gangs, les Black Spades. C'est le gang de Afrika Bambaataa. Voilà. Vous pouvez même voir déjà, bon, malgré que c'est des gangsters, hein, ils avaient l'Afrique hein, dans leur logo. Vous voyez, il y a l'Afrique dans leur logo. Là. Bon, bref. Donc, ils avaient quand même cette entre guillemets, conscience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, évidemment, explosion de gangs, donc explosion des morts. Hein, c'est vraiment, les crimes ont vraiment explosé quoi. Une épidémie de morts et d'emprisonnement, etc., etc., etc. Surtout que, bon, voilà, l'emprisonnement, parce que je discutais dernièrement avec un frère qui dit, oui, mais tu vois, les démocrates, non, c'est Carter, c'est sous Carter, hein, que vraiment cette dynamique, politiquement, s'est accélérée d'emprisonner le noir, de remplir les prisons, ok, de law and order. C'est pas pour rien que Trump disait souvent law and order. Il fait référence à cette époque-là. Hein, où justement le politique a décidé d'envoyer les Noirs dans les prisons en fait. Le nombre de Noirs a explosé en prison. Voilà. Et c'est un républicain. C'est un républicain. Et je ne dis pas qu'il y a que les républicains et démocrates après ont suivi cette dynamique. Cette dynamique, entre guillemets, de law and order en fait. Donc, c'est cette dynamique qui a rempli les prisons aux États-Unis. Voilà. Je crois que je me suis un peu égaré. En tout cas, pour revenir au gang, eh bien, il y avait tellement de morts que la mort de ce monsieur-là, qui faisait partie d'un gang qui s'appelait Ghetto Brothers. Voilà, Ghetto Brothers. Et lui, c'était même pas un tueur de gang, en fait. Lui, c'était un faiseur de paix. Un faiseur de paix. Comment ils appellent ça? Les peace, Ghetto Brothers Peace Counselor. Peace Counselor. Un faiseur de paix, en fait. Voilà. Faiseur de paix d'un gang qui s'appelle les Ghetto Brothers a été tué dans une guerre de gang. Et bien ça a ému. Franchement, ça a touché tout le monde. Ça a touché tous les gangs. Eh bien, c'est entre guillemets grâce, c'est pas une bonne chose, mais à cause de sa mort, justement, que tous les gangs ont décidé de réaliser cette action que vous voyez à l'image là. Ça s'appelle la Howe Avenue Peace Meeting. Et ça avait pour but vraiment, c'est une réunion d'alliance en fait, entre les gangs. Hein. On fait la paix maintenant, les frères. Okay? On arrête de se tirer dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez un gang qui est en train de témoigner, etc. Et je crois que j'ai cru reconnaître ici Bambaataa, là. Afrika Bambaataa. Voilà. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, il était présent. Voilà. Il était présent, c'est sûr. Voilà. Euh, mais voilà. Dans l'image, là, on dirait que c'est bon, voilà. En tout cas, depuis ce jour-là, Bambaataa, il était dans cette dynamique d'unité, en fait. Là, on est 2 ans le 8 décembre 1971. Voilà, New York. Le 8 décembre 1971. Le rap naît en août 60, le hip-hop naît en août 73. Donc, on est 2 ans avant la naissance
du hip-hop. Donc, 2 ans avant la naissance du hip-hop, les gangs étaient déjà dans cette dynamique unitaire. Et bien, c'est là-dedans que Bambaataa a décidé de s'investir à fond. Surtout que, alors je crois que peu de temps après ou avant, je ne sais plus, il a perdu son ami Bambaataa. Dans une guerre de gang encore. Il a perdu son ami. Tué. Enfin bref. Et donc, il s'est dit non, 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 non. Ok, c'est bon. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les Black Spades, comme c'était un des leaders de Black Spades, on arrête tous les frères. Ok. Donc, les blocs partis là, des Cool Earth et compagnie, et souvent ces gangs allaient dépouiller les gens qui allaient dans les blocs partis en fait. Et bon, on arrête, on ne va plus les dépouiller maintenant. C'est fini. Maintenant, on va les protéger. On va les protéger ces blocs partis-là. Voilà comment Bambaataa était dans cette dynamique d'unité des gangs pour protéger cette culture. Ok? Et donc, pour faire ça, donc il a découvert, voilà, il s'est rapproché du créateur de cette culture, etc., etc., etc. Et il s'est inspiré aussi de, à l'époque, justement, il y avait des mouvements, des dynamiques politiques militantes en Afrique du Sud. Donc, voilà, le peuple zoulou, les dynamiques du mouvement zoulou, le peuple zoulou, comment le peuple zoulou a lutté contre le colonialisme et tout ça. En fait, il s'est intéressé à tout ça. Il y a même des vidéos qui existent, on le voit justement, regarder ces reportages sur le peuple zoulou, les luttes du peuple zoulou, les libérations, etc. Je les projetterai dans parce que cette conférence, à cause du Covid-19, je suis obligé de la faire en ligne, mais normalement, elle était prévue pour être faite sur le terrain, au Ghana, au Burkina, au Mali, au Sénégal, etc. etc. D'accord? Nous, on attend juste que le corona finisse, on va y aller. D'accord? Et quand je serai là-bas, je serai en face aux gens, donc j'aurai la possibilité de projeter et tout ça. Ça va être bien. Ça va être bien. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, il s'est inspiré justement de la lutte du peuple zoulou et, il a regroupé ces différentes disciplines qu'il y avait dans le ghetto, hein, le breakdancing, le rapping, le graffiti art, le DJing, le beatboxing, street fashion, street language, street knowledge, street entrepreneurialism, etc. etc. Enfin, etc. C'est les 9. C'est les 9. Donc, ces 9 disciplines-là, les a regroupées au sein d'une dynamique qu'il a appelée la Zulu Nation, en inspiration au mouvement Zulu, en fait. Voilà. Donc, il le porte là fièrement. Hein. Vous voyez, Cool Herc est là, le Grandmaster Flash et Zulu Nation, il le porte fièrement là, avec la carte de l'Afrique et les couleurs du panafricanisme. Red, Black and Green. Hein, avec le point, bien sûr, au milieu. Voilà. Et bien sûr, vous aurez reconnu hein, l'un des plus grands MC que la culture rap n'ait jamais eu, c'est Chuck D du groupe Purple Kenny. Voilà. Vous pouvez même voir la fierté qu'il a de poser avec ses références. Ça, c'est ses sources d'inspiration. Voilà. OK. Donc, et vous voyez, donc ça, c'est le symbole de la culture zoulou que vous allez retrouver souvent. Hein, ce symbole-là. Il y avait déjà la croix ancre. D'accord. À la création, hein, en fait, de la culture hip-hop, elle était déjà kémique. Elle était déjà kémique. Donc, je dis ça pour les gens qui sont en ce moment en train de développer une kamitophobie. Ouais, 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 ouais. Ouais. Les Noirs. Les Noirs sont en train de développer une haine des kamites en ce moment. Mais bon, de toute façon, je ferme cette parenthèse parce que ce n'est pas le débat. En tout cas, je dis pour les gens qui, dans cette dynamique-là, verraient
l'arrivée, en fait, les croix-hantes, la culture kémite dans le hip-hop, oh, ça y est, le hip-hop a envahi par les kémites. Non, c'était déjà là. C'était là. La croix-hante était déjà là. En tout cas, et d'ailleurs, la Zulu Nation, qui deviendra hip-hop après, mais ça s'appelait Zulu Nation. Hein. Cette culture s'appelait Zulu Nation. C'est pendant les soirées hip-hop, on les appelait les soirées Zulu Nation. Vous voyez, les soirées Cool Earth là, justement. Hein? C'était les soirées Zulu Nation, en fait. Voilà. Et bien, pendant ces soirées, il y avait souvent une punchline qui revenait, donc assez de hip, hop, c'est vraiment une punchline d'ambiance. Et elle revenait souvent. Voilà. Et d'autres punchlines, hein, comme on a vu DJ Hollywood et tout ça, inspiré d'autres punchlines, et d'autres punchlines encore que les gens balançaient souvent. Mais celle-là, de hip, hop, ça revenait tout le temps. Et ben du coup, les gens ont commencé à appeler ces soirées et cette culture Zulu Nation là, eh ben, hip-hop, la culture hip-hop. Voilà. Et les acteurs de cette culture sont là, bah, voilà, bah, ok, on peut l'appeler comme ça. C'est même swag en fait. Ok, on récupère. Elle s'appelle hip-hop. Voilà. Donc, du coup, le nom Zulu Nation est un peu, un peu tombé aux oubliettes, on va dire. Et donc, la culture maintenant, c'est hip-hop. On l'appelle la culture hip-hop à cause de ça. Voilà. Et, ok, donc voilà, on continue. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, voilà, les différents éléments de la culture, hein, avec le symbole de la culture, hein, qui est bien là, hein, Zulu, hein, ce symbole-là, voilà. Donc, vous avez reconnu Africa Bambata, avec la carte de l'Afrique, voilà, et un Zoulou, voilà, un membre de la Zulu Nation, ok, qui a la croix ankh, pardon, excusez-moi, qui a la croix ankh, l'œil Ouja sur la casquette, hein, c'était le symbole de la Zulu Nation. Donc la Zulu Nation était déjà kémite en fait. Et en parenthèse, elle n'était pas raciste. Vous voyez bien, celui qui porte la croix ankh et l'œil Ouja, c'est pas un noir. Hein? C'est pas raciste. Les Zoulous sont pas racistes. La Zulu Nation n'était pas raciste puisque regardez un pionnier Zoulou là. Hein? C'est pas un noir. Alors comment il peut être raciste anti-blanc ou anti-asiatique? C'est pas possible. Donc, c'est quand la Zulu Nation est venue ici, c'est les médias, en tout cas français, surtout français, qui ont diabolisé cette culture, qui ont diabolisé la Zulu Nation en fait. Zulu Nation, c'est devenu dans les médias français synonyme de anti-blanc. Voilà. Zulu Nation, anti-blanc. Et beaucoup de gens ont cru à ça d'ailleurs. Hein? Anti-blanc. Ou anti tout ce qui n'est pas noir en fait. Hein? Il y a même eu des polémiques à l'époque. Zulu contre Kaira. Oh là là. Vous faites tous les deux du hip-hop. Nous, Zulu contre Kaira. Ouais, bon, je ne vais même pas rentrer dedans. Et les médias ont vraiment gonflé. On a profité pour, ouais, pour applaudir, pour bien. Tout ça pour diaboliser la Zulu Nation. Oh, la Zulu Nation, c'est le hip-hop. C'est le premier nom du hip-hop. Donc, bref. Ok, passons. En tout cas, vous avez bien vu. Hein. Voilà. Un Zulu là. Voilà. J'ai oublié juste son nom, le Zulu asiatique là. J'ai oublié son nom. Mais bon, bref. Je reviendrai. En commentaire, peut-être, je le mettrai. Donc voilà. Ok. Eh bien, ça s'appelle la Hip Hop Declaration of Peace. Les aînés, ils ont bien taffé. Attention, vous les jeunes là, qui êtes arrogants, irrespectueux, respectez les doyens du hip-hop. Ils ont fait un taf. Ils ont fait un énorme travail. Hein? En plus de créer ce taf, de le dynamiser, de le magnifier, tout ça là, et de vous le léguer. Hein? Même si vous ne le savez pas, vous croyez que ça vient de vous. Je vais me calmer. Pardon, mon frère.
Ah ouais, je sais, il y a un frère qui va me dire, mais calme-toi, Carlos, calme-toi, qu'est-ce que t'as? Je reste calme, ok. Donc, voilà. Eh ben, cette Hip Hop Declaration of Peace, où il y a tous les influents, en fait, tous les gens qui ont compté dans l'histoire du hip hop, ils sont tous là. Ils sont tous là. Eh bien, cette déclaration de paix du hip hop a été déposée à l'ONU. Déclaration déposée à l'Organisation des Nations Unies le 16 mai 2001. Voilà. Donc, l'ONU s'est courant à officialiser justement l'existence de cette culture, entre guillemets, j'ai envie de dire, de cette nation en fait. Voilà. Comme Sidney chantait Nation rap. Bon, lui disait Nation rap. Bon, pas Nation hip hop. Mais en tout cas, de la nation hip hop. Voilà. Et ça a été fait, c'est surtout sous l'impulsion de ces deux messieurs-là. Donc, KRS-One, d'accord, j'en parle dans mes vidéos là-bas. KRS-One, de la Boogie Down Production, ok, et euh, Temple, responsable de l'organisation Temple of Hip Hop. Temple of Hip Hop, voilà. Et bien sûr, Africa Bambaataa de la Zulu Nation. Et bien, c'est sous l'impulsion de ces deux-là que cette déclaration de paix du hip-hop a été non seulement vraiment reconnue, ils ont se réunir tous ces leaders-là, et déposer cette déclaration à l'ONU pour faire les choses propres, bien. Voilà. Au moins, ce n'est pas un truc, comme elles disent un truc de bandits, de voyous, de ghetto, de dealers, etc., etc., etc. Voilà. Non, non, les choses sont... le hip-hop est une vraie nation. Quoi. Voilà. Le hip-hop est une vraie culture. Ok. Donc, voilà. Donc, ils ont tellement, tellement bien fait les choses, les aînés, que vous voyez, il y a même un hip-hop boulevard. Voilà. Avec le papa et la maman du hip-hop, comme je vous ai montré tout ça. Il y a un hip-hop boulevard qui existe. Il y a même un hip-hop muséum avec les autorités que vous voyez et puis les acteurs de cette culture. Voilà. Donc, pour respecter les aînés ont bien travaillé pour la culture hip-hop. Donc, arrêtez votre arrogance. Bon, ok. Bon, en tout cas, bon, je passe, je passe. On va encore me traiter de vieux con, là. Vieux con, hein, nostalgique. Oui, oui. Il faut des vieux cons comme moi pour que cette culture puisse persister. Moi, je n'arrêterai pas. Oui, je sais, je vais déplaire aux frères qui m'ont dit calme-toi. Mais non, vous devez, ce respect de la culture africaine, eh bien, il doit se refléter en vous, chers petits frères, chères petites sœurs. Respectez la culture qui a fait de vous, vous. Il y a des gens que le hip-hop a sauvé la vie de beaucoup d'entre vous. Mais il faut respecter. Donc, respectez vos aînés. Apprenez votre culture. Hein? Apprenez au moins ce que vous faites. L'histoire de ce que vous faites quand même. Vous pouvez, bon, boycotter, d'apprendre la culture, de l'histoire, des Noirs, nanana. Ok, moi je ne vous demande pas d'être des militants. Hein? Je le suis fier de l'être. Mais la culture que vous pratiquez, apprenez au moins l'histoire de cette culture. Vous allez découvrir quand, ouais, quand même, ah ouais, ils ont bien bossé les aînés. Je sais, je ferme la parenthèse. Ok. Alors, donc, cette culture, elle arrive, elle arrive en France. Le hip-hop débarque en France. Ah, voilà. Eh bien, déjà, je voulais vous présenter quand même quelques... Alors, attendez un instant. Je déplace parce que je suis sur la tête de Bambaataa. C'est super cool. Voilà. Donc, euh, je voulais vous parler justement de certaines personnes qu'il est quand même important à connaître. Voilà. Tiens, je vais commencer par DJ Chabin. DJ Chabin,
C'était dans les années 80, début des années 80. C'était quelqu'un qui était très, très engagé dans cette culture, justement, de mixer cette musique pour faire danser les snuffers, les breakers et tout. Les gens qui découvraient cette musique, en fait. Les gens qui découvraient cette culture. Voilà. Par différents canaux, en fait. Les gens qui découvraient cette culture se retrouvaient, donc, voilà. Euh, bon, voilà, par exemple, au Bataclan, je crois, à l'époque, le Bataclan, ouais, au Trocadéro et tout ça, pour danser, pour faire des petits sets et tout. Et lui, là, il animait ça, en fait. DJ Chabat. Voilà. Et Monsieur Bernard Zécry. Monsieur Bernard Zécry. Non, bon, bref. Bon, il est d'origine français, d'origine algérienne, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. Et en fait, il était membre, il travaillait, je crois, dans une. Il était producteur de musique, producteur de rap, justement. Il était aux États-Unis même, dans je crois, le label qui s'appelait Celluloid, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça, je crois. Celluloid, et justement, bon, ils ont produit beaucoup de rappeurs à l'époque. Et justement, c'est lui qui était vraiment très proche de Bambata. En fait. Et grâce à cette proximité avec Afrika Bambata, il fait partie d'un des acteurs, c'est pas le seul, justement, qui ont contribué à ce que cette opération-là puisse se faire, la New York City Rap. Ça, cet événement-là, c'est un événement qui a fait venir des danseurs, des DJ, des graffeurs, etc. En tout cas, de cette culture de New York et qui ont tourné en Europe, en fait. Qui ont tourné, bon, en tout cas, qui sont arrivés en France. Qui ont tourné dans la France. Voilà. C'est celle-là, là, je crois que c'était début des années 80. Je crois que c'est en 82. Parce que souvent, on a entendu certains rappeurs célèbres, hein, connus aujourd'hui, qui disent que la première fois, ils ont vu des gens qui tournaient sous la tête et tout, que ça les a rendu dingue. C'est pendant cet événement-là, en fait. Quoi, c'est 82 au Trocadéro, un truc comme ça. Voilà. Eh bien, cette initiative-là, elle est fondatrice dans la culture hip-hop en France. New York City Rap. Voilà. OK? Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César et remercier ceux qui ont vraiment contribué à la popularisation de cette musique. Et bien, pareil, ce monsieur et ce monsieur sont aussi importants pour cette culture, la diffusion, la popularisation de cette culture en France. Voilà. OK? Donc, DJ Dynasty, je n'ai pas mis son nom d'ailleurs. Tiens, bon, je me suis dit, bon, tout le monde le connaît, quoi. Donc, c'est DJ Dynasty et Sydney. Oh là là. Et Sydney. Voilà. Hein, que tout le monde connaît. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il a en main? Le symbole de la Zulu Nation. Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, voilà. Et là, lui aussi, c'est un Zulu King. Hein. Bambata a fait de lui Zulu King, et ça, c'est un membre, je ne sais pas s'il est président, mais en tout cas membre, de la Zulu Nation France. Zulu Nation France. Le voilà là, c'est un Zulu. Donc, c'est pas raciste. Hein? Ce sont les médias français qui ont, en fait, qui ont inventé, se sont masturbés. Oh, Zulu, ouais, Zulu, c'est les anti-blancs, ouais, ça. Le voilà là, le Zulu, il est là. Hein? Le Zulu Madje. Zulu Nation France. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse pour ceux qui ont marché à cette combine médiatique de croire que, ouais, c'est la culture des racistes anti-blancs, blablabla.
de la merde. Excusez mon langage. Hein. De toute façon, je viens de cette culture, donc je parle comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ces deux messieurs sont vraiment très, très importants. Hein. Surtout lui, Sydney, très, très important parce que Sydney, c'est grâce à Sydney et surtout, alors, j'ai oublié de mentionner aussi l'importance de Radio Nova. Radio Nova est très, 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 très important. Non seulement c'est grâce à cette radio-là dans laquelle ont officié plusieurs acteurs qui ont influencé cette culture, sont passés par Radio Nova. Et d'ailleurs, je crois que la première émission, enfin, la première fois que Dynasty, Dynasty est passé là-bas aussi, il me semble, que Sydney, justement, se fait connaître et tout ça là, hein, c'est en animant une émission à Radio Nova. Voilà. OK? Grâce à cette dame-là aussi, Marie-France Bruyère. Marie-France Bruyère, qui était, je ne sais pas si elle est toujours vivante, en tout cas, c'est une amie de Sydney. C'est elle qui lui a ouvert les portes. Surtout à TF1. C'est parce qu'on a ouvert les portes à TF1 qu'il y a eu cette émission HIP HOP. L'émission qui a tout simplement fait exploser cette culture de cette émission-là. HIP, HOP. Je pense que tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, bon, c'est sur YouTube et tout. C'est grâce à cette émission-là. D'ailleurs, c'est la première émission de hip-hop au monde. Au monde. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, c'était une sous-culture. Hein. Le hip-hop était encore dans le ghetto. Hein. C'était une sous-culture. À part dans quelques boîtes spé. Hein, voilà, que Bambata essaie de démarcher, tout ça, avec ses amis, blablabla. Eh ben, mais ça restait quand même dans l'underground. Il est le premier, quand cette culture arrivait ici, à user justement de ces réseaux et tout ça, dont cette dame, Marie-France Bruyère, etc., pour faire rentrer ça à TF1. Et c'est rentré à TF1 à 1 heure de grande écoute, de dimanche, là où tout le monde est devant sa télé. Eh bien, on a vu débarquer les... En tout cas, je crois que c'était même le premier animateur noir à la télé, Sydney. On n'avait jamais vu ça. Eh bien, ça a eu un énorme succès. Ça a créé des vocations partout dans la France. Toute la France a été impactée par cette émission. HIP, HOP, etc., etc. Oh, les gens dansaient. Bref, vous pouvez voir sur YouTube, vous tapez HIP, HOP, Sydney, vous allez voir les épisodes qu'il y a eu en fait. Ils ont fait venir des stars des États-Unis. Hein? Même Bambata est venu. Les Bambata, pardon, en tout cas, les grands acteurs de cette culture sont venus parce que pour eux, c'est tout simplement extraordinaire. Première mission au monde. Comment le mec il a fait? Waouh! Nous ici aux États-Unis, on a du mal même à faire passer le truc à la radio. Lui, il est là-bas en France, il a réussi à faire ça dans la première télé française à 1 heure de grande écoute. Les Américains ont pété un câble. Et Sydney il le raconte en fait. Je crois que c'était la première fois, je ne sais pas, en tout cas quand il va aux États-Unis après cette émission, lui il va voir ses idoles aux États-Unis, mais en fait, il est célébré. Voilà, il arrive, c'est lui l'idole maintenant. Bon, c'était marrant quand il racontait ça, mais en tout cas, voilà, c'est tout simplement extraordinaire cette émission HIP HOP. En fait. Voilà. Bref. Donc, ce monsieur Sydney est si important. Alors, donc, il a créé des vocations. Hein. Cette émission a créé vraiment une énergie. En tout cas, cette émission et cette tournée et toutes ces initiatives ont créé la passion du hip-hop envahit la France. Ah, j'ai titré cette slide-là. La passion du hip-hop envahit la France. Regardez comment le public est passionné.
le public est passionné. Hein? Regardez. Et d'ailleurs, dans le public, vous pouvez reconnaître ici Stomy Bugsy. Hein? Là, il était juste dans le public. Et Solo, je crois que c'est Solo, hein, je crois. Hein. Je crois que c'est Solo d'Assassin. Hein? Celui qui est là, Solo. Celui-là. Là, il est dans le public. Et là, il est au micro. Et regardez comment le public, à l'époque, comment le public aimait cette culture. Regardez, il rappe en français, il fait des rimes rythmées. Regardez les visages des différentes personnes du public. Une admiration, mais magnifique. Eh bien, ceux qui ont vécu cette période-là, c'est une période, enfin, je ne sais pas pour complexer les jeunes, non. De dire que cette culture-là, quand elle arrive en France, c'est vraiment un vrai tsunami, une vraie passion en fait. Pas qu'en France, partout où cette culture a été, elle a créé des vocations. Elle a réveillé l'amour. Elle a réveillé l'amour de cette culture. Voilà. Et donc, ça a créé des vocations. Hein. Voilà Destroyman et Johnny Go. Donc, vous avez reconnu DJ Dynasty. Hein, il est encore jeune. Hein. DJ Dynasty ici. Eh bien, en présence des deux premiers rappeurs en français. C'est eux. Destroyman et Johnny Go. Voilà. Destroyman et Johnny Go. Alors, ils seraient issus des Black Panther France. Il faut savoir une chose. C'est que tout ce qui a été créé aux États-Unis a été importé, culturellement parlant, par la jeunesse qui était sensible à cette culture. Aux États-Unis, vous avez vu tout à l'heure, les gangs se sont unis pour protéger cette culture. Eh bien voilà. Ici, il y avait les Black Panthers en France. C'est encore une autre histoire des gangs en France. Je vous renvoie dans... Voilà, il y a des documentaires qui existent là-dessus, hein, sur les gangs en France et tout cela. Donc, les gangs anti-guillemets. Donc, ça, c'est les Black Panthers France. Eh bien, Destroyman et Johnny Go seraient issus des Black Panthers France, en fait. Voilà. Donc, j'ai eu cette info. Je dis serait, parce que bon, voilà, je ne veux pas affirmer avec autorité. En tout cas, il serait issu de cette culture, ce ne serait pas étonnant, en fait. Voilà. Donc voilà, hein, tous les jeunes qui ont été vraiment influencés par cette culture, hein, pour les voir ici. Hein. Vous connaissez Akhenaton, du futur groupe, enfin du futur, je ne sais pas si à l'époque il l'avait déjà créé, en tout cas du groupe IAM. Voilà. Abuse, le célèbre des Abuse System. Hein. Kertra, hein, voilà. Bref, en tout cas, bon, il y en a qui disent c'est pas, c'est Stomy ou pas. Ok. Voilà. Hein. Joey Star, il est encore tout jeune là. Voilà. Et Solo. Voilà. Etc. Bon, je ne veux pas tous les citer, mais en tout cas, la jeunesse a été inspirée par cette vague, par cette vibe, justement, à devenir des acteurs de cette culture. En fait. Donc, voilà. Ensuite, la passion, cette passion a été encadrée, hein, par, on va dire, les gangs de rue et par les radiospés, en fait. Voilà. Les gangs encadrés, comme j'ai montré, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les Black Dragons. Non, les Black Dragons, bon, je vais les montrer tout à l'heure. Il y avait plusieurs gangs en France, hein, les Black Panthers, les Black Dragons, etc., etc. Il y avait plusieurs gangs. Bon, je ne dis pas que je ne fais pas l'éloge des gangs, attention. Je dis juste qu'il y avait du bon et du moins bon aussi. Voilà. En tout cas, je vous renvoie dans les documentaires spécialisés là-dedans pour en apprendre plus. En tout cas, bref, voilà, cette culture était tellement protégée que la créativité a pu se développer. Et les gens dans les radiospés aussi, alors là j'ai mis Nespunta, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, justement, j'ai mis l'esprit hip-hop sur la radio Fréquence Paris Pluriel. C'est lui, Nespunta. Et il officie encore aujourd'hui, en fait. Toujours dans la même vibe, en fait. C'est trop fort. Voilà.
Donc, bon, bah voilà, hein, là, il est avec le célèbre rappeur hein, que vous avez tous reconnu, voilà. Euh, donc, avec le DJ, Dynasty, voilà. Et puis, bon, bah, je monte ma tête à ses côtés aussi, voilà. Voilà, je pose à ses côtés. Et voilà. Donc, très important, les structures spé, en fait. Voilà. Parce que cette culture arrive au moment où, justement, Mitterrand crée les radios libres. Et donc, tout le monde s'est engouffré dedans aussi voilà, pour créer le média qui va diffuser cette culture. Et c'était tellement fort que même les médias étaient obligés d'essayer de se mettre au pas, en fait, dessus. Hein. Les médias comme Skyrock, par exemple, qui était vraiment Skyrock, comme son nom l'indique, une radio rock. Skyrock, c'est pas Skyrap. Mais ils ont eu le flair. Ils ont eu le flair de dire, attention, il se passe un truc là. Et c'est devenu, premier, entre guillemets, comme ils le disent, premier sur le rap. Et ils ont fait un très bon travail pour la diffusion du rap. Et ils continuent d'ailleurs à faire un bon travail pour diffuser le rap. Voilà. Franchement, ce que je dirais personne. Bref. Alors, la suite. Si je veux bien. Hop là. Voilà. Donc, comme j'ai dit, encadré par les gangs de rue. Hein. Vous avez vu les Black Panthers, qui sont les ancêtres quand les Black Panthers, qui sont les ancêtres de ce monsieur, d'accord. Ça, c'est les gangs qui sont venus après. Lui, c'est le leader des Black Dragons. Voilà. Donc, il s'appelle Joe Dalton. Joe Dalton du Black Dragon Gang. Voilà, là, je pose avec lui pendant une de nos conférences. Donc, il est venu à une de nos conférences. Et tout de suite, quand j'ai vu, je dis, waouh, un Black Dragon dans une conférence chimique. Waouh! Et voilà, donc j'ai posé avec lui et tout ça. Donc voilà, ce monsieur, ils ont fait le travail que Africa Bambaataa a fait et les Black Spade et tous les gangs réunis ont fait aux États-Unis. Protéger cette culture en France. Voilà. Donc voilà. Et donc cette culture, voilà. Donc voilà les MC, les MC qui ont vraiment maintenu cette flamme en fait, de cette culture. Alors là, j'en ai mis deux, mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des gens peut-être qui vont dire, ouais, mais pourquoi vous avez déjà mis cela, c'est pas représentatif. Oui, mais moi, je n'ai pas rencontré tout le monde. J'ai mis les MC, moi, que j'ai rencontrés. Voilà. Donc, alors ça, c'est lauréat du crew, le célèbre crew Barrio 5 Esprits, en fait. Ok. C'est vraiment une rimeuse extraordinaire. Ok. Et donc j'étais vraiment ému de la rencontrer tout de suite. Voilà, j'ai eu envie de faire une photo et vraiment voilà, c'est un bon souvenir pour moi. Vraiment. Et elle continue d'ailleurs à. Bon, là maintenant elle donne des cours. Donc je crois que ça s'appelle. Euh, oh, j'ai oublié le nom, mais je mettrai en commentaire ou en description de cette vidéo le lien justement pour prendre des cours, les cours de MC, le cours de rap, et puis apprendre comment produire. Si tu veux devenir vraiment, voilà, tu veux travailler avec les structures, devenir célèbre, enfin devenir, on va dire, professionnel. Voilà. Voilà, ça s'appelle musique expert. Voilà, c'est ça. Musique expert, sa structure. Voilà. OK. Et bon, voilà. Et puis Doudou Masta. Hein. Doudou Masta, des timides sans complexe. Euh, bon, que les gens de ma génération connaissent. Même les gens de la génération d'après, je crois qu'il y a un morceau célèbre, il a posé avec le 113. J'espère que ce n'est pas trop vieux pour vous, le 113 quand même. Hein? Voilà. C'est lui qui est en featuring sur le morceau Tout de fou, Tout de malade, Tout de psychopathe. C'est lui. Voilà, Doudou Masta. Voilà. En tout cas, pour moi, c'était waouh.
une émotion énorme au moment de poser avec lui. Je l'ai rencontré, je montrais les images justement à l'enterrement d'une figure du mouvement hip-hop en France. Et voilà. Et puis je suis prof de maths de sa fille, voilà, qui s'appelle Nubia. Wow. Sa fille s'appelle Nubia. Voilà. C'est mon élève de maths en fait. Bon, bref. En tout cas, vraiment, c'était un honneur pour moi de poser avec lui. Donc, voilà, c'est pendant cet événement-là, qui était dédié, en fait, c'était l'enterrement de Lionel D. Lionel D, c'est un MC pionnier dans le hip-hop en France. Vous avez vu Destromain et Johnny Go tout à l'heure. Eh bien, lui aussi, c'est un des pionniers du MCing en France. Et il était tellement, tellement respecté par les acteurs de cette culture. Regardez, ça, c'est rien du tout. Ça, c'était juste. C'est moi qui prends les photos. Hein. Bon, moi, je suis là, évidemment, à son enterrement. Voilà. Et donc, regardez, ça, c'est juste un angle de vue. Hein. Il y avait du monde partout, 180 degrés, il n'y avait que des gens comme ça. Tout le monde est venu. Alors qu'il n'y avait pas, je ne pense pas qu'il y avait des annonces, etc. Tout le monde est venu à son enterrement. Là, on est dans le cimetière où il a été enterré, en fait. Voilà. Vous voyez, il y avait les acteurs, il y avait Dynasty. Hein, Dynasty, voilà, de nos jours. Voilà. Il y avait Olivier Cachin, que tous les gens du hip-hop connaissent. C'est lui qui, sur M6, justement, a animé une des émissions après HIP-HOP, qui a vraiment popularisé cette culture. Hein. Je crois que c'était Rap Live, voilà, Rap Live, sur M6, Olivier Cachin. Voilà. Bernard Zécry, qu'on a vu tout à l'heure, hein, il était présent. Il y avait aussi, il y avait MC Solar, il y avait, vous avez vu, hein, Doudou Masta, il y avait 113, il y avait Mokobe, tout le hip-hop était là aux obsèques de Lionel D. Et ça fait, vraiment, ça m'a fait plaisir, en tout cas. Donc, voilà, la suite. Ça, c'est la première compile du rap français, en fait, qui a fait connaître le rap français partout. Rap attitude. Voilà. Hein. Donc, celui qui pose là, c'est Solo, en fait. C'est Solo qui pose. Bon, on ne le voit pas bien, mais c'est Solo d'Assassin. Voilà. Et c'est la première compile, on va dire, moi personnellement, du Gabon. On écoutait beaucoup de rap américain, etc., etc., etc. Et, pardon, Kenny, etc. Eh bien, la première fois que j'entends du rap en français, bien fait, c'est ça. C'est Rap Attitude. Et c'est cette compile-là qui a, je suis pas le seul, qui m'a donné envie de rapper en français. Voilà. Il fut un temps où j'ai fait ce truc-là. Voilà. Et, mais pourquoi c'était la marque, la première marque, comment dire, c'est le premier marqueur, pardon, excusez-moi, le premier marqueur le plus puissant, le plus populaire, hein, le plus, on va dire, mainstream, on va dire, du rap français, en fait. C'est Rap Attitude. Hein, les connaisseurs comme ça. Donc je voulais le mettre en avant ici, cette compile, parce qu'elle est très importante dans l'histoire du rap. Voilà. Eh bien, maintenant, le rap, le hip-hop, il débarque au Gabon. Alors, déjà, j'ai envie de préciser, c'est précisé ici d'ailleurs, l'arrivée de Sydney reste l'événement catalyseur de la naissance du hip-hop au Gabon. Eh bien, je n'ai pas oublié de préciser, justement, j'en profite pour préciser que l'importance de Sydney ne se limite pas à la France. Ok? Sydney, je ne sais pas s'il a conscience que son aura a créé des vocations au-delà de la France. Hein? Sydney, suite, alors si je me rappelle bien, c'est suite à
Un titre qu'il avait fait à l'époque s'appelle Nation Rap, justement dont je parlais tout à l'heure. Nation Rap, je crois que c'est avec le comment il s'appelle, David Guetta. Voilà. Avec David Guetta au platine. Hein. Il n'était pas encore connu, David Guetta à l'époque. En tout cas, pas autant que maintenant. Peut-être qu'il était connu dans le monde techno. C'est un DJ de la techno. Et donc, c'est lui qui était au platine. Et, et Sydney au micro, en fait. Et magnifique, franchement. Et puis, c'est sympa. C'est le premier tube, je crois, hein, de Sydney. C'est voilà, le premier tube que moi j'ai écouté de Sydney, Nation Rap. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur YouTube, tapez Nation Rap Sydney. Eh ben, je crois que c'est au succès de ce titre qu'il avait décidé de faire une tournée. Et je crois que la tournée internationale, je crois que la tournée s'appelle la tournée Nation Rap en fait. Il me semble, il me semble. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Voilà. Donc, cette tournée internationale a, a fait que Sydney est parti dans les pays, plusieurs pays, les pays africains surtout. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et d'autres pays encore, je crois. Eh bien, c'est ça. L'arrivée au Gabon, c'est l'événement marquant du hip-hop. Parce qu'en fait, je me rappellerai toujours, c'est dommage parce que j'en ai parlé un peu au frangin donc, qui s'appelle Mikombi Mafumbi, je crois dont je parlais tout à l'heure. Mais j'ai fait des recherches, j'arrive pas à trouver des images. Je ne rêve pas. Quand j'étais dans ma petite ville à Lastourville, qui s'appelle Lozo, d'où mon nom Calose en fait. Quand j'étais dans ma petite ville, je les ai vus à la télé. Parce que la télé gabonaise, la RTG, c'était l'unique chaîne, elle était nationale. Elle les mettait dans tout le pays. Donc quand on mettait la télé, bah voilà, on n'avait pas le choix du zapping en fait. C'était bloqué sur la RTG. Et je me rappelle les avoir vus. Sydney avec des danseurs, des danseurs gabonais en fait. Voilà. Les crews se sont formés, ça a créé une émulation. Et il y a eu plusieurs épisodes en fait. Mais comment ça se fait que je ne trouve pas d'image? Je ne comprends pas. Il n'y a aucune image, il n'y a même aucune photo. C'est bizarre. À l'heure d'Internet. Bon, alors peut-être, bon, je cherche mal. Alors si vous en commentaire, vous pouvez me dire, tiens, cherche par ici, voilà le lien, j'ai trouvé les images de Sydney au Gabon. Sydney, les émissions, entre guillemets, HIP, HOP, de Sydney à la RTG. Je les veux, donnez-les-moi. Je les veux, voilà. Et donc voilà, bon, bah, c'est tout ce que j'ai trouvé, voilà, une petite référence, une petite phrase. Voilà, l'arrivée de Sydney reste l'événement catalyseur de la naissance du hip-hop au Gabon. C'est tout. Ah bon, un événement catalyseur. Mais quand même, ouais, on devait trouver des éléments là-dessus, quoi. Bref, en tout cas, c'est l'arrivée de Sydney et la diffusion justement de la danse hip-hop à la RTG, la seule télé gabonaise, qui moi m'a touché en fait. Dans ma petite ville, dans ma petite campagne, ma ville s'appelle Lozo, Loz, hein, hein, et c'est là-bas que j'ai vu, le hip-hop m'a trouvé là-bas. Je l'ai vu, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que j'ai vu une danse extraordinaire et tout. Bon, je suis devenu, tout le monde comme tout le monde, hein, je suis devenu danseur et tout ça, et puis le rap est arrivé, etc. Voilà. En tout cas, je ferme la parenthèse. Hein. Et officiellement, le rap naît en 90 avec ce groupe-là, qui s'appelle V2A4. V2A4. Voilà. Ils ont fait un titre qui s'appelle Révolution, qui a vraiment révolutionné le rap gabonais. Hein, vraiment, je suis modeste quand je dis ça. Quoi. Vraiment, c'était vraiment une explosion en fait. Pratiquement, c'est ce morceau-là qui a donné envie à beaucoup de gens de rapper au Gabon. Voilà. Ensuite, voilà, il y a eu une initiative en 1991, ok. Africa numéro 1 a fait la promotion justement
tout cas, par l'intermédiaire d'un animateur connu, Africa numéro 1, qui s'appelle Arcade, justement. Cette initiative s'appelait les rappeurs de la côte ouest africaine. Et il faut savoir qu'Africa numéro 1, c'est toujours d'ailleurs, mais en tout cas à l'époque, c'était une radio internationale, une radio panafricaine en fait. Donc elle diffusait dans tous les pays d'Afrique. C'était une fenêtre mais incroyable qui avait été donnée au rap gabonais en fait, à travers cette initiative, les rappeurs de la côte ouest africaine, qui regroupait plusieurs groupes, plusieurs solos. Il y avait des mecs en solo, il y avait des mecs en groupe, il y avait des crews, il y avait, voilà, c'était un amalgame énormément de groupes. Non, je me rappelle même plus en fait du nombre, voilà, de quel groupe était là-dedans. Et d'ailleurs, juste pour faire une confidence, donc ça c'est mon groupe. Hein. Voilà, ça c'est mon groupe. Et là on est à Paris. Donc ça c'est Ulibi. Hein. Big up à toi mon frère si tu regardes cette vidéo. Donc voilà, Ulibi et Pipi. Bon. Calmez-vous dans les commentaires. En fait voilà, ça c'était mon blaze quand j'étais rappeur. En fait, Pipi c'est Petit Prince. Calmez-vous. Voilà. Donc, et notre groupe s'appelait Black Legend. Voilà. Et on était membre de la côte ouest africaine. Voilà. Et donc, en fait, on se retrouvait à Africa numéro 1. Tous les groupes là, les rappeurs de la côte ouest africaine se retrouvaient à Africa numéro 1 pour enregistrer. Et puis, voilà. Et puis, en fait, Arcade passait nos enregistrements, justement. Et il y avait un concours, etc. Numéro 1, numéro 2, c'est les auditeurs qui décidaient, en fait. Voilà. Et donc, ça a créé une émulation, mais incroyable. Incroyable. Donc, en fait, oui, on était rappelé la côte est africaine, mais très peu d'entre nous, en fait, on se rencontrait pratiquement très rarement. Voilà. On allait à Africa numéro 1, on enregistrait. Bon, il y avait quelques concours et tout, on pouvait participer avec 2, 3 autres groupes de la côte est africaine. Mais ce n'était pas vraiment un crew où on se voyait tous les jours, on travaillait ensemble en fait. Voilà. On travaillait à Africa numéro 1 avec Arcade. C'est Arcade qui chapeautait tous les crews, tous les groupes, tous les MC des rappeurs de la côte ouest africaine. Bref, désolé d'avoir été un peu long là-dessus, hein. Vous comprenez pourquoi. Voilà, parce que, bref. Et donc, là, j'ai mis la scène du rap gabonais. En fait. Voilà. Bon, moi, voilà, je crois que c'est en 93, je suis venu en France pour mes études, donc j'ai arrêté le rap. Voilà. Et donc, et puis bon, voilà, je me suis conscientisé tout ça, donc voilà, le rap, voilà. Et eh ben, voilà les acteurs, le rap gabonais, une scène dynamique qui illumine le hip-hop. Et c'est le peu de le dire. Vraiment. Vraiment. Donc voilà, j'ai mis pêle-mêle ici quelques acteurs. C'est pas exhaustif. Hein. Je vois, il y a des Gabonais certainement qui vont me mettre encore. Ouais, pourquoi tu as oublié celui-là? Pourquoi tu as oublié celui-ci? Je ne pouvais pas tous les citer. Ok? Voilà. Donc, il y a Sia Possi X. Ok? Voilà. Il y a Raboun. Voilà. Donc, issu un célèbre rappeur aussi. Il continue à faire une carrière en solo qui s'appelle Baponga. Voilà. Lesta XXL. Très, très, très grand rimeur. Vraiment. S'il regarde cette vidéo, chapeau. Et il a fait un tour au Canada et tout, etc. Bon, bref. Le groupe Ayo, voilà. Le rappeur Koba Buddy, ok. La rappeuse Nanette, okay. La lyriciste gabonaise, vraiment une vraie lyriciste. Hein. Voilà. Et puis, le groupe Mauvaise Haleine, que je considère comme le plus grand groupe gabonais. Parce que ce groupe, vraiment, a ceci. Oh, oh.
Voilà, c'est la slide d'après. Ce groupe a ceci de particulier. D'ailleurs, tiens, je peux passer sur la slide après. Hein. Voilà, il est là, le groupe Mauvaise Haleine. Voilà, avec Matt Seigneur Lyon et Lord Ekomindong et Keza, Chief Keza. Donc, ce groupe a ceci de particulier, c'est qu'il a traversé le temps. La plupart des groupes au Gabon, ils ont un succès, ça dure un moment et puis ça disparaît, etc. etc. Eh bien, eux, ils sont toujours là. Eux, ils sont toujours là et ils seront avec nous tout à l'heure. Hein. Donc, c'est pas. Bref, contrairement à ce qui se rencontre, hein, Mauvaise Haleine, toujours, toujours en activité et en action. Donc, ça, c'est, vous voyez bien, la Croix-Ancre, Mat, c'est un groupe qui imite. Donc, en fait, ils n'innovent pas, ils sont juste dans la tradition originelle du hip-hop. Je vous ai montré tout à l'heure, le hip-hop à la base est kémite. Ils ne font que, en fait, que respecter, que perpétuer cette tradition du vrai hip-hop, en fait, en faisant ça. Voilà. Donc, franchement, c'est un honneur pour moi de, voilà, d'accueillir Mauvaise Haleine. J'avoue que je n'étais pas très sûr qu'ils allaient accepter et tout. Je leur ai fait la demande. Je remercie aussi le frère Mansumbi, Nikombe Mansumbi, qui est avec nous ce soir. Et donc, ce sera un plaisir pour moi, vraiment, de les accueillir et pour qu'on puisse vraiment bien animer cette émission, surtout la partie du hip-hop au Gabon, eux qui ont été donc les acteurs de cette histoire.